retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Au sommaire, des relations de travail souvent très heurtées entre certaines fédérations et la presse. Dernier exemple en date, l'affaire Bakary Cissé, FSF. Journaliste sportif peut-il exercer son métier sans faire l'objet de pression de la part des instances fédérales? N'y a-t-il pas d'un autre côté un travail de remise en cause à faire dans la corporation? On en parle avec nos invités que sont justement Bakary Cissé du journaliste Record qui est là avec nous, Bamba Kassé, secrétaire général du Saint-Pix, et Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS. Le renvoi des JOJ, on en parle également. Quelles conséquences pour le Sénégal, surtout pour les athlètes sélectionnés? Et puis Didier Drogba recalé dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Pour le moment, nous serons en ligne avec un journaliste ivoirien pour essayer de comprendre les raisons de l'échec de l'ancien capitaine des éléphants. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite, le développement. Bonsoir les amis, Bakary Cissé, bonsoir. Bonsoir Serpilan, bonsoir à toutes et à tous. Et la table présidentielle avec tout d'abord le président de l'ANPS. Bonsoir Abdoulaye Thiam. J'espère que vous serez très sérieux parce qu'être en face de Bakary et de mon cher ami Bamba, sans compter Diao, c'est très compliqué pour moi. En tout cas. Bamba Kassé, bonsoir. Bonsoir cher, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ravi de retrouver mes deux amis et complices Bakary Cissé et Abdoulaye Thiam sur ce plateau. Voilà, nous démarrons avec la Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Pour le moment, donc, out dans la course pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football, faute de parrainage. Nous serons tout à l'heure en ligne avec Fernand Dédé, les journalistes ivoiriens. Mais tout d'abord, suivons cet élément de Thioro Ndiaye pour camper le décor. Didier Drogba ne sera pas le prochain président de la Fédération ivoirienne de football. L'ancien attaquant de Chelsea a vu son dernier espoir s'envoler jeudi avec le choix de l'amicale des médecins de parrainer un autre candidat, le président de la Ligue, Sori Diabaté. Selon plusieurs médias africains, il s'agissait du dernier des 5 groupements de la fédération. La candidature de Didier Drogba avait déjà du plomb dans l'aile depuis mardi et la décision de l'association des footballeurs ivoiriens de ne pas le parrainer pour se présenter à l'élection du 5 septembre. À la majorité de ses membres, le board décide d'accorder le parrainage de l'affiche à la liste conduite par Idrissa Diallo, avait annoncé l'association dans un communiqué mardi. Sur les 5 groupes pouvant parrainer un candidat, 2 affiches et amicales des entraîneurs soutiennent donc Idriss Diallo et 3 l'association des anciens joueurs, l'amicale des arbitres et l'amicale des médecins parrainent le président de la Ligue, Sori Diabaté, soutenu par Didier Zokora, Youssouf Fofana et Abdoulaye Traoré. Voilà, nous sommes en visio avec Fernand Dédé, les journalistes ivoiriens. Fernand, bonsoir. Bonsoir. Alors, Fernand, comment comprendre le fait que Drogba, la star planétaire, ne puisse bénéficier d'au moins d'un des 5 groupements qui composent le football ivoirien pour le parrainage? Écoutez, beaucoup de spéculations, beaucoup de frilosité sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'un des candidats à la candidature à la Fédération ivoirienne de football est recalé. La commission électorale indépendante a fixé la date de dépôt des candidatures à partir du 21 juillet, c'est-à-dire à partir de ce mercredi. Évidemment, à partir de ce moment-là, il faudra regarder de près lequel des candidats n'est pas capable de remplir les conditions pour déposer sa candidature. Donc, je sais pas, c'est pas encore fini. Donc, Didier Drogba peut toujours prétendre diriger cette fédération, puisqu'il y a 2 heures de cela, quand même, il y a eu des informations qui sont tombées. C'est pourquoi on est devenu moins catégorique que ça.
Il faut être moins catégorique. Il faut observer juste qu'évidemment, il y a eu une pré-campagne très rythmée, souvent très violente, même virulente sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'une élection à la Fédération ivoirienne de football est aussi passionnée. On a connu une élection en 80. Voilà, je pense que voilà, nous l'avons perdu. Fernand Dédé, journaliste ivoirien, donc qui revenait sur cette histoire d'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Alors, Ablaye Thiam, est-ce qu'on peut comprendre quand même qu'une icône comme Didier Drogba ne puisse pas être parrainée pour participer à une telle élection? Bon, écoutez, moi, par rapport aux informations que j'ai par devers moi, l'étonnement se trouve plutôt sur le fait que les anciens joueurs ne l'ont pas soutenu. Et pour le moment, quand même, encore, il faut le dire, il reste deux possibilités qui s'offrent à lui. Parce qu'il y a les médecins qui peuvent le parrainer et un autre groupement, je crois, si je ne m'abuse par rapport aux 5 autres. Par rapport maintenant au groupement des anciens joueurs, j'ai bien écouté Cyril Demoro, sa position, parce que dans un passé plus ou moins récent, d'après ses explications, ils étaient venus vers Didier Drogba pour lui demander de venir prendre la présidence de la Fédération ivoirienne. Pendant très longtemps, il n'a pas donné suite à cette demande-là. Deuxième aspect, c'est le fait que eux aussi, ils ont constaté aussi que Didier Drogba n'était pas en tout cas actif au sein de cette association. Il ne participait pas, il n'a jamais eu à envoyer le plus petit mail à cette organisation. Mais au-delà de tout ça, quand même, tout le monde sait que ça soit en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal, Drogba, cette sélection ivoirienne, elle a été toujours minée par des clans. Et moi, mon autre étonnement, c'est le fait que ça soit aujourd'hui Yaya Touré, les frères Touré, mais Yaya quand même, il est le plus qui soutient au petit Didier Drogba, parce que la concurrence était beaucoup plus exacerbée entre ces deux stars-là. Et Bamba, justement, comme le dit Ablaye, donc on peut penser que ce sont ces tiraillements qu'il y avait au sein de cette sélection sous l'ère Drogba qui refont surface en ce moment. C'est dommage. Moi, je pense qu'il faut qu'on comprenne qu'une fédération, c'est un groupement sportif. Il faudrait que les règles de l'élection soient les règles les plus démocratiques possibles. Ce système d'entonnoir-là qui veut que pour être candidat, il faut au préalable passer par tel ou tel autre chemin, c'est ça le problème. C'est déjà la mode de ces temps-ci. Oui, malheureusement, c'est des choses qu'on voit qu'en Afrique. Même pour la CAF. Pour être président de la CAF, il faut d'abord au préalable avoir été membre du comité exécutif, à moins que cette règle elle est toujours de vigueur. Ça c'est antidémocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, quelqu'un qui n'a pas eu, disons, un passé militant dans la sphère du football, mais qui est un passionné, qui a une vision, qui a une compétence avérée en matière de management, etc., ne peut pas se lever et dire « je veux être président de la CAF ». C'est ça le problème. C'est-à-dire, on est dans le cadre du football, qui est un cadre par excellence de démocratie, et sur bien des aspects, le football, le sport est beaucoup plus démocratique que la sphère politique, mais sur cet aspect-là, malheureusement, c'est un recul. Malheureusement, le système de parrainage dans certains pays pour être président de la République. C'est le cas en Côte d'Ivoire maintenant, Bakary. Oui, bon, moi je pense que ça peut être anodin, mais c'était prévisible. D'autant plus que effectivement, c'est plus profond que ça, cette affaire Didier Drogba. Je pense qu'il y a des soubassements politiques qui ne disent pas leur nom. Aujourd'hui, Cyril Demoro, ce qu'il évoque comme argument, je pense que ne tient pas la route. D'autant plus que Didier Drogba était quand même actif sur le terrain et il vient de raccrocher. Donc, à partir de ce moment-là, il doit pouvoir gérer ses arrières pour réfléchir et tout. Il ne pouvait pas être actif dans cette association-là. Et être actif dans cette association, ça veut dire quoi? Qu'il participe aux réunions, qu'il donne son avis sur le fonctionnement. Il ne peut pas être, nous savons tous comment ça se passe en Afrique, il ne peut pas être de l'autre côté en train de tirer ses dernières armes et de vouloir donner des recommandations derrière. Tout le monde sait comment ça se passe. On va lui dire, écoute, si tu veux donner ton idée, il faut te déplacer. Bon, pour moi, ça, ce n'est pas un argument qui tient la route. C'est un complot ourdi contre Didier Drogba. Alors, on verra bien comment cette histoire va se terminer. Nous restons
sont toujours en football sur le plan international. Avec cette information qui est tombée cet après-midi, le Ballon d'Or ne sera pas décerné cette année. Je parle pas du boss, hein. Je parle plutôt du Ballon d'Or France Football. De toute façon, Iber a déjà décrété que la NPS va... Ah bon? Voilà, d'accord. Alors justement, Bakary, quand même, cette nouvelle, le France Football qui ne va pas décerner le Ballon d'Or cette année, certainement ça va faire des malheureux, mais quand même, d'une autre part, ça peut se comprendre. Oui, moi je pense que c'est vrai, aujourd'hui la situation sanitaire du monde ne permet pas cette consécration du meilleur joueur du monde, pour ne pas dire européen, des joueurs qui évoluent en Europe bien sûr. C'est vrai que pour nous les Sénégalais, nous sommes un peu tristes et désolés parce que depuis quelque temps, il y a un des nôtres qui est un candidat potentiel à ce titre de Ballon d'Or. Aujourd'hui, oui, il va se contenter de cette décision-là qui se comprend très bien. Moi, je pense qu'effectivement, c'est la suite logique des événements et donc il n'y a pas à pleurnicher sur ça. Mais quelque part aussi, est-ce que c'est cohérent? Parce que quand même, les compétitions iront à leur terme. Il n'y a qu'en France et dans d'autres pays où les compétitions se sont arrêtées. Mais quand même, les grands championnats sont pratiquement finis. La Ligue des Champions, certainement, le sera. Quand même, quelque part aussi. Je suis tout à fait de cet avis-là. Je suis étonné que France Football ait décidé, surtout l'argument qu'ils ont mis en place. Et d'ailleurs, c'est pertinent d'avoir relevé qu'il n'y a qu'en France qu'ils ont décidé d'arrêter. Et en France, qu'ils le veuillent ou non, aujourd'hui, s'il devait y avoir un Ballon d'Or, il ne peut pas ne pas sortir du Paris Saint-Germain. C'est clair. L'autre aspect, c'est qu'il y aura la Ligue des Champions, elle ira jusqu'au bout. Tous les autres championnats sont allés jusqu'au bout. Ce prétexte-là, il est pire que fallacieux, en tout cas à mon avis. Et pour ce qui concerne la CAF, ils sont allés dans cette dynamique. Si on me parlait peut-être d'une problématique d'organisation, de remise de trophées, ça je peux le comprendre, mais décider de cette année parce que tout simplement, il y a eu un championnat qui n'est pas arrivé au bout. En tout cas, moi, je n'irai pas jusqu'à ce niveau-là. S'il devrait le faire aussi, je trouverai un autre argument que celui que nous a fourni France Football. Maintenant, on attend de voir, il reste the best de la FIFA. Est-ce que la FIFA va suivre cette même tendance qui consiste aujourd'hui à remettre en cause beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont battus cette année-ci, en espérant bien sûr, compte tenu de la situation que connaît peut-être un Ronaldo ou bien un Lionel Messi, peut-être surtout un Lewandowski aussi qui était très bien parti pour vraiment, je sais pas, parce que il va être soumis européen. Mais au-delà, il y a quand même la Ligue des Champions. Et le Bayern est parti peut-être aussi pour en triplé, c'est possible. C'est dans leur corde. Bamba, vous pensez que c'est un argument fallacieux? Écoutez, moi je pense qu'il y a des réalités autres que sportives. Le Ballon d'Or, de toute façon, c'est une marque. C'est du marketing, c'est du sponsoring, c'est de la recherche de moyens financiers. Il ne faut pas se tromper. C'est français. Donc si le promoteur qui s'appelle France Football, d'ailleurs qui a eu soit le nez creux, soit qui a eu une très grande prétention de vouloir consacrer le meilleur joueur du monde, si le promoteur pense que voilà, cette année ça ne le fait pas, on n'a qu'à l'accepter. Bon, maintenant, comme l'a dit Abdoulaye, il y a quand même des prix qui ont, à mon avis, une symbolique beaucoup plus importante, parce qu'étant beaucoup plus universel, c'est The Best. Si on revient à l'Afrique, c'est le titre du meilleur joueur africain. Ça, je pense que voilà, chaque instance va décider. Bon, maintenant, oui, évidemment, c'est incompréhensible si on sait que le sport va aller jusqu'à son terme. Le coronavirus a affecté tous les secteurs d'activité. Mais il n'empêche, on est dans une sorte de résilience universelle et chaque secteur se réorganise. On a vu aux États-Unis, ça va bientôt démarrer. Ça m'étonnerait qu'à la fin de la saison, ça m'étonnerait qu'à la fin de la saison, qu'ils disent qu'ils ne vont pas donner le MVP. Ça n'a aucun sens, c'est la même chose. Bon, mais après, comme c'est une organisation privée, ce n'est pas
faut pas qu'on oublie que le Ballon d'Or n'est pas l'émanation ni d'un club ni d'une fédération, mais c'est l'émanation d'un média. Voilà. Ils peuvent décider. Et le Ballon d'Or sénégalais, malheureusement, on imagine qu'il ne pourra Ballon pas... d'Or, le boss. Ah oui, de toute façon, ça ne s'appelle plus boss aussi depuis l'année dernière. C'est le trophée Gilles-François Bertrand Bocandé. Et on en discutera. Je ne vais pas avoir quand même la prétention d'en décider. Il y a 2 membres du comité exécutif de surcroît. Lui, il est le secrétaire général. On n'en a pas encore parlé. On avait prévu, c'est l'année du cinquantenaire de l'ANPS parce que l'ANPS a été créée en 1970. Nous sommes à notre 50 ans. On avait prévu effectivement d'organiser quelque chose au mois de décembre et ça allait même être avec Youssou Ndour parce qu'on voulait faire quelque chose de grandiose, mais rien n'est encore remis en cause. On attendra le moment venu pour se prononcer là-dessus. Voilà. Donc, autre impacté du coronavirus, ce sont les JOJ qui ont été reportés en 2026. Une annonce du ministre des Sports, c'était en milieu de semaine. Matarba, que je vous propose d'écouter, il en parle au micro de Mamadou Ndiaye. Les nationales olympiques ont décidé de reporter à 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Cette décision qui prend en compte un certain nombre de paramètres liés au contexte de la crise de la Covid-19 et la situation économique mondiale fait suite à une proposition du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, favorablement accueilli par M. Thomas Bach, président du Comité international olympique. Cette proposition du président de la République, il est important de le souligner, a été formulée en toute responsabilité et quasiment dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'est agi de présenter la candidature du Sénégal pour l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la candidature du Sénégal pour l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2022 s'est conclue par un vote à l'unanimité des membres du Comité international olympique à Buenos Aires, en Argentine, les 8 et 9 septembre 2018. Alors, Blaïtiam, ce report, quand même, on s'y attendait jusqu'en 2026, peut-être pas, mais bon, ils ont leur raison, mais vous pensez que quand même c'était la meilleure chose à faire? C'est une grosse question. Honnêtement, moi, je ne m'y attendais pas. J'étais surpris, comme tout le monde, parce que les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés d'une année. Il se trouve que la France doit organiser les Jeux olympiques de 2024, les États-Unis, Los Angeles 2028. Le CIO a émis l'idée de repousser les Jeux olympiques de la jeunesse qui étaient à leur 4e édition. Et il fallait trouver une date. S'il fallait trouver une date, on ne pouvait pas organiser peut-être en 2024, c'est pas possible parce qu'il y a Paris. Et entre Paris et New York, la seule date qui existait donc c'est 2026. Sur ce plan-là, en quelque chose peut-être malheureux et bon, ça nous permettra au Sénégal, en tout cas en termes d'infrastructure, de réaliser ce qu'il faut et pas dans la précipitation. Encore une fois, moi je rappelle juste, il y a eu plusieurs commissions du CIO qui sont venues faire ce qu'on appelle de l'inspection ici au Sénégal. Il y a eu même le président du CIO, Thomas Bach, pour ne pas le citer, qui s'est déplacé et on lui avait posé la question de savoir est-ce que le Sénégal était dans le bon timing. Il avait fait le parallélisme entre Nanjing, Singapour et Buenos Aires. Et au moment où il parlait, il disait que le Sénégal était beaucoup plus en avance par rapport à ces différentes villes-là qui ont eu organisé les Jeux olympiques de la jeunesse. Et on lui avait même demandé aussi est-ce que le fait d'organiser ces Jeux olympiques-là allait permettre à l'Afrique d'organiser les Jeux olympiques d'été. Parce que c'est différent. Là, c'est une tranche d'âge de 15 à 18 ans, alors que là-bas, c'est des majeurs qui vont participer donc à cette compétition. Il a dit effectivement, c'est une sorte d'essai pour l'Afrique. Si jamais le Sénégal réussit, relève le défi de l'organisation, l'Afrique sera en tout cas un candidat potentiel pour organiser les Jeux olympiques dans un futur proche ou lointain. Mais la seule chose moi qui me désole dans tout ça, c'est plutôt les jeunes. On va en parler tout à l'heure. 14 à 18 ans, c'est-à-dire que... Ah, ok. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Bamba, sur le plan des infrastructures... Excuse-moi, je termine juste par là, avant de donner la parole à Bamba. C'est-à-dire pour les Jeux olympiques, il n'y avait qu'une seule construction
que le Sénégal était tenu de faire. C'est-à-dire, c'est l'université Amadou Mahtar Mbow. Tout le reste, c'était de la réhabilitation. Même le stade du Sénégal n'était pas prévu. Si on avait terminé dans les délais, c'est juste un surplus, mais ça ne faisait pas partie effectivement des stades qui avaient été. J'en parle avec Bamba, ce stade olympique, est-ce qu'on va l'avoir avant 2022, comme c'était le souhait du chef de l'État? Mais aujourd'hui que nous sommes dans une phase de résilience économique où on nous lance un nouveau plan allant dans ce sens. Je pense qu'il y aura beaucoup de changements dans les différents calendriers et ça peut se comprendre. Okay? Le Sénégal, nous sommes un pays quand même pauvre. D'ailleurs, il a fallu qu'il y ait un montage financier avec l'apport de capitaux privés pour qu'on puisse opérationnaliser justement la construction de ce stade-là. Après, tout dépend des priorités du gouvernement. Mais je pense que dès lors que l'échéance pour laquelle ce stade-là quand même allait être construit, même si ce n'était pas lié ipso facto, dès lors que cette échéance est repoussée de 4 ans, je pense que ça nous donne beaucoup plus de possibilités, de mieux repenser peut-être. Et surtout qu'on pensait que c'est un stade quand même qui, c'est vrai, a été salué par le monde sportif. On avait l'espoir de finir les éliminatoires de la Coupe du Monde de football dans ce stade. Absolument, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas d'unanimité, en tout cas, dans la construction de ce stade-là. Le gouvernement l'avait décidé, mais il y a certaines franges de la population qui pensaient que ce n'était pas normal, parce que le Sénégal n'ayant pas des infrastructures minimales, de ne pas mettre autant d'argent dans la construction de ce stade. Bon, je pense que de toutes les façons, aujourd'hui, tout est à repenser. Okay? Ce sera aux autorités politiques de voir, en rapport bien entendu avec les autorités sportives, quelle est la meilleure option. Faut-il remettre en question le calendrier ou faut-il juste construire et puis après attendre? Voilà. Bakary, on disait tout à l'heure, forcément il y aura des conséquences quand même avec les athlètes, les choix étaient déjà faits, il a quand même, avec ce décalage, certainement, il va falloir refaire une autre sélection. Oui, bon, moi j'ai suivi un tout petit peu le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo, Baladier, qui s'en désolé un peu parce qu'ils avaient commencé déjà à cibler des athlètes et à les envoyer dans des pays européens pour quand même essayer de les entraîner. Oui, aujourd'hui, je pense qu'Ablaye a un peu épluché. Il y a une tranche d'âge de 14 à 18 ans qui était ciblée. Bon, ils vont continuer parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est impacté. Et oui, il faut repenser un tout petit peu cette politique-là qui voudrait quand même qu'on attende jusqu'en 2026. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose de malheureux et bon et l'État du Sénégal va pouvoir mettre en place ces infrastructures. Surtout qu'on a vraiment besoin du stade olympique parce qu'effectivement, tout le monde sait que le Sénégal évolue sur des champs de patates et vraiment ça n'honore pas notre... Voilà, vous l'avez souligné tout à l'heure, on va écouter justement Baladier, le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo, qui regrette cette situation, mais quand même qui soutient qu'il faudra redoubler encore d'efforts pour préparer ces jeunes. Surtout ces athlètes yi nga xamante ni déjà commencé woon nañ di travailler ak ñoom depuis 1 an et demi te ñooñu ils étaient dañ leen doon gis tamit ñu nga xamante ni sur Dakar 2022 commencé woon nañ préparation bu métti parce que comme Dakar 2022 dafa jege woon donc là ci liggéey boobu la ñu nekkoon donc conséquences yi mooy seen wàllum at parce que seen at yi dina changer fii ba 2026 mais n'empêche que direction technique nationale bu fédération sénégalaise de taekwondo commencé na waxtaan ak athlètes yi pour wax leen ne ñoom ils sont toujours membres de l'équipe nationale cadet parce que ñooñu tamit relève de demain la parce que Dakar 2022 dafa changé woon suñu doxalin suñu façon de détecter ay xale préparer leen pour en vue de Dakar 2022 loolu acquis la boo xamante ni dañ koy garder mais n'empêche que suñu plan dina changer en vue de Dakar 2022 parce que duñu yem rek ci Dakar 2026 parce que boo xoolee ci fii ba Dakar 2026 am nañu temps bi pour mën a préparer ay athlètes pour dem Dakar 2026 pour mën a am ay médailles maintenant on a largement le temps pour pouvoir préparer des athlètes pour aller pour dem foofu noonu wuti ay médailles.
Alors là, donc, on peut dire que les perdants, ce sont ceux qui étaient sélectionnés, mais quand même, le Sénégal peut s'appuyer sur cela pour mieux préparer ces jeunes et faire une meilleure détection, une meilleure sélection pour l'avenir. En tout cas, c'est la position clairement exprimée par le Comité national olympique, par la voix de son président, Mamadou Diagne, tout comme l'État du Sénégal, le ministre des Sports, Matar Ba. Moi, je le disais tout à l'heure, parce que les Jeux olympiques de la jeunesse, on peut le faire qu'une seule fois dans sa vie. Les Jeux olympiques d'été, vous pouvez le faire 3-4 fois. Et là, Amadou Diaba, il en a fait 3 à 4. Donc c'est juste pour donner cet exemple-là. Et ce n'est pas seulement au niveau Sénégal, parce qu'au niveau du Sénégal aujourd'hui, ils ont essayé de trouver une compensation avec les Jeux olympiques d'Afrique, les Jeux africains plutôt, qui doivent se dérouler en 2022 au Lesotho. C'est ça qu'ils veulent, tous les jeunes qu'ils avaient déjà ciblés, ils vont continuer dans cette dynamique-là, de travailler avec ces jeunes-là pour les amener aux Jeux africains devant se dérouler en 2022. Mais il y a aussi d'autres jeunes, il n'y avait pas que des Sénégalais qui devaient venir, parce qu'il y en avait, ce qui était prévu, c'est 4000 jeunes au total, 2000 femmes, 2000 filles, 2000 garçons qui devaient venir, il y avait des Américains et tous les pays du monde. Donc, tout le monde sait quand même ce qu'il y a au niveau du CIO, c'est l'universalité des sports. Même si vous n'êtes pas qualifié, on fait en sorte que tout le monde puisse participer. Donc si vous regardez même le communiqué du CIO, vous allez vous en rendre compte, ils sont revenus 2-3 fois sur cet aspect-là, pour présenter encore une fois leurs excuses pour ces jeunes-là, sur le plan psychologique, sur le plan moral, tout ce que cela puisse comporter. Effectivement, c'est extrêmement difficile et très difficile à avaler. Maintenant, nous, on essaie de voir avec les jeunes, comme l'a dit aujourd'hui Bala, mais d'autres présidents de fédération aussi, de les replacer et de les continuer à les encadrer pour les préparer en 2022 à Lesotho, mais en perspective aussi de Paris 2024 et pourquoi pas Los Angeles 2028. Alors, merci Abdoulaye. On va parler football local avant d'en venir à ce débat. La Ligue Pro se conforme aux différentes décisions prises par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et le fait savoir dans un communiqué publié vendredi dernier. Le bureau de la Ligue sénégalaise de football professionnel s'est réuni donc jeudi et a évoqué l'article 47 des dispositions générales et l'article 51 des dispositions particulières des règlements du football professionnel. Donc ce n'est pas la Ligue qui va décerner les titres validés, les montées et les descentes. De facto, la Ligue de Saint-Louis et l'US Ouakam vont-elles devoir se résoudre à aller au tribunal arbitral du sport? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Et justement, Bamba, cette histoire quand même, ça fait beaucoup de mal à ces deux clubs de deuxième division qui ambitionnaient de monter. Est-ce qu'il leur reste un recours actuellement? Je pense d'abord qu'ils ont un recours au niveau national, parce qu'avant de parler du tribunal arbitral du sport, il faut d'abord, je pense, qu'ils fassent un recours gracieux ou pas au niveau de la fédération. Encore que c'est une décision prise par la fédération sénégalaise de football. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on leur donne par la force des titres ou ils veulent qu'on réorganise le championnat en tenant compte de leurs ambitions? Écoutez, je pense que la décision de la fédération a été d'arrêter les compétitions. Parce que peut-être simplement à leur niveau, ils ont considéré que les conditions n'étaient plus réunies pour qu'on continue les compétitions. D'accord? Bon, maintenant, le débat il est ouvert. Est-ce qu'il fallait quand même décerner les trophées? À ce moment-là, donc, considérer... Non, mais quand même, je pense que ces équipes de deuxième division, c'est plus la montée qui les intéresse plutôt que les trophées. Attends, laisse-moi terminer mon argumentaire. Parce qu'il y a aussi Tanguy FC et les autres équipes qui étaient en pôle, qui réclament leurs trophées. Parce qu'ils considèrent que si on arrête maintenant, ils sont champions. D'accord? Donc, le problème il reste global parce que si tu parles de montée aussi, tu dois parler de descente. Est-ce qu'il fallait prendre les deux derniers clubs à l'issue donc des compétitions actuellement disputées et les reverser en 3e division et en 2e division? Ou est-ce qu'il faut faire monter seulement et faire une ligue à 16?
C'était une possibilité. C'était une possibilité. Mais après, d'autres te diront, le troisième aussi pourra te dire non, moi je ne suis pas trop d'accord, parce que si la compétition avait repris, peut-être que j'aurais pu quitter ma troisième place et terminer premier. Donc voilà, c'est un problème qui n'est pas encore tranché totalement. Maintenant, de là à aller au TAS, bon, on verra. De toute façon, moi je fais partie de ceux qui se nourrissent de la jurisprudence de la TAS, du TAS plutôt, parce que ça... Mais souvent, il n'y a pas de revirement. Il n'y a pas de revirement jurisprudentiel. Donc, après, on verra bien ce que ça va. Vous pensez que dans cette histoire, on est en face d'un cercle vicieux, qu'il n'y a pas d'issue. C'était la seule chose à faire. Bon, écoutez, moi, cette affaire, quand elle s'est posée, et nous aussi, nous sommes journalistes, il ne faut pas qu'on avale tout ce qu'on nous donne. On parle d'abord de cas de force majeure. Moi, pour les cours que j'ai appris à la faculté de sciences juridiques et politiques, je sais ce que signifie un cas de force majeure. Il faut quand même, il y a ce qu'on appelle quelque chose d'irrésistible, quelque chose d'imprévisible et quelque chose d'extérieur. Ce sont ces trois critères réunis qui nous permettent de parler de cas de force majeure. Ça, c'est un premier aspect. Dès l'instant que le cas de force majeure est acté et constaté, qu'est-ce qu'il faut faire? La décision, elle est légale et légitime. La légalité, c'est la loi. Est-ce que le comité exécutif a toute la latitude de se prononcer, d'arrêter le championnat et de ne pas décerner des titres? Oui, ils sont basés sur des articles qu'ils ont signalés. Je crois que c'est l'article 111, si ma mémoire est bonne. Ils ont sorti aussi un autre article pour dire qu'ils ne peuvent pas décerner de titres pour dire que Guédiawaye Tinguèdène Football Club, par exemple, est champion. C'est l'article 43 du règlement intérieur de la Ligue professionnelle. C'est ça, en tout cas, qu'ils ont mis sur la table. Parce que cet article-là parle, si si on décide qu'un club est champion du Sénégal, ça suppose qu'il y ait eu des matchs aller et retour. Il n'y a pas eu de match aller et retour, il n'y a eu que de match aller. Maintenant, au-delà de tout ça, c'est un cas de force majeure, ce qui signifie qu'il faut, on crée pour la première fois une jurisprudence. C'est quelque chose qui n'existait pas, c'est ça la jurisprudence. Quelque chose qui n'existait pas, qu'est-ce qu'il faut pour régler ce problème-là? Comme l'a dit Bamba tout à l'heure, soit on dit, et regardez bien les termes qu'ils ont utilisés, ils n'ont pas utilisé annuler, ils ont dit mise à l'arrêt. Quand ils annulent, ça a des conséquences. Là, on joue sur les mots. Oui, non, c'est pas jouer sur les mots, c'est du jurisme. C'est du droit. Hein? Parce que quand il dit annuler, c'est autre chose. J'ai arrêté. D'abord, on nous disait au début que non, le COMEX n'a pas la compétence de trancher. Ils ont sorti des articles. Moi, j'attends jusqu'à ce que les autres qui ne sont pas d'accord me disent le contraire. Je ne suis que journaliste, je ne tranche pas. Je regarde les faits et quand on me dit c'est tel article, je vais aller là-bas, je vais lire. Je suis allé voir l'article 111, 116, je suis allé voir l'article 43 pour regarder. Maintenant, l'autre proposition, effectivement, il y en a aussi des gens qui l'ont demandé. Amara Traoré, j'étais sur un plateau avec lui, il a épousé cette proposition-là. Il a demandé à ce que, par exemple, la Linguère de Saint-Louis et l'US Ouakam montent Niaritali et CNEPS ne descendent pas. Comme ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils vont passer dans le championnat de 14 à 16. vers 16. Ils ont joué combien de journées en Ligue 2? En Ligue 2, 13 journées. Voilà, mais... Ils devaient en jouer combien? Comment tu dis? Ils ont joué 13 journées en Ligue 1, non? Ils ont joué en 13 journées en Ligue 1, il reste 13 journées en route à jouer. Le problème se situe au niveau du national. C'est-à-dire au niveau du national, les gens n'ont joué que 8 journées sur 22 possibles. C'est ça le problème. Dès qu'on dit que si vous augmentez le nombre de championnats, vous passez de 14, vous allez à 16, vous risquez de créer un championnat au rabais. Mais je parlais tout à l'heure de la légalité. Donc je sors de la légalité, je vais vers la légitimité. C'est là aussi où se situe le problème. Est-ce que les membres du comité exécutif qui étaient présents, à la majorité, c'est-à-dire à 50 plus 1, ils étaient d'accord pour que cette décision-là soit prise? Apparemment oui. C'est ce qu'ils ont dit. Nous sommes journalistes, on peut constater les faits. La légalité est là, la légitimité elle est là. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est la seule et unique solution, à mon avis, c'est d'aller au niveau du TAS. Et l'autre, le dernier point, par rapport à la désignation. On parle de désignation. Parce que normalement, nous, dans notre championnat, quand vous êtes champion du Sénégal, vous allez représenter le Sénégal en Ligue des Champions. C'est une coutume qui fait force de loi. Ça existe parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de constitution. Mais il y a des pays aussi où c'est la fédération qui désigne qui va aller représenter. Ce n'est pas parce que vous êtes seulement champion.
Il peut y arriver dans certains pays que vous soyez champion de ce pays-là et que la fédération désigne une autre personne pour aller représenter votre pays au niveau donc, des coupes de la CAF. Et moi, j'ai fait, pour terminer par là, j'ai fait mon benchmarking pour voir sur l'ensemble des 54 fédérations africaines quelles sont les décisions qui ont été prises. Il y a des décisions qui sont les mêmes que celles de la Fédération sénégalaise de football. Il y en a d'autres qui ont arrêté le championnat et qui ont désigné des champions, des titres, des champions. Il n'y a qu'un seul pays, c'est l'Éthiopie, qui a dit « j'arrête le championnat, je ne décerne pas de titre, personne ne descend et je n'envoie aucun pays, aucun club en Afrique. Voilà les faits. Moi, je me contente de là, je ne fais pas de... Avant d'interpeller Bakary, Bamba. Oui, mais ce que je voulais dire à Abdoulaye, c'est que l'affaire, c'est une question globale. C'est une question de droit, c'est vrai, mais il y a aussi une question de logique dans cette affaire. Si vous considérez qu'à l'issue, parce qu'à l'issue de la phase aller du championnat, vous avez énormément d'avance, mais mathématiquement, vous n'êtes pas champion, parce qu'il restait 13 autres journées. Et vous aurez pu perdre les 13 matchs et vous retrouver dans les tréfonds du classement. Sauf qu'il y a eu une décision après cette histoire de play-off, de play-down. Ça, c'est le comité d'urgence. Ça, c'était une proposition. Voilà, du comité d'urgence. Oui, mais avec cette proposition-là, il suffisait à TDMC de gagner un match pour être champion. Malheureusement, les gens ont refusé de jouer. Non, attendez. C'est ça aussi le drame. Attendez. Parce que moi, après, quand j'ai fait des investigations, je me suis rendu compte, par exemple, Senghor, Augustin Senghor, qui est le président de la fédération, était pour que les gens jouent, mais la majorité l'a l'emporté sur lui. Il a été mis en minorité pour que les gens demandaient de l'arrêt du championnat. Si on avait fait les playoffs, c'est 6 matchs qui restaient à Tingué Football Club pour être champion. Mais les gens n'ont pas voulu jouer. Globalement, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, la même situation s'est posée. Il y a eu une proposition allant dans le sens de réorganiser les choses sous forme de play-off, etc. Et puis après, lorsqu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible, la fédération, en tout cas l'une des instances de la fédération, a pris la décision d'arrêter le championnat. Mais là-bas, ils ont désigné un champion. Vous voyez, ils l'ont désigné nommément. Ce qui fait qu'il y a d'autres clubs, par exemple, personne ne rejoue en Côte d'Ivoire sauf les équipes de deuxième division. Et les équipes de deuxième division, ils vont rejouer selon une formule bien déterminée qui ne concerne que le top, la moitié supérieure du classement. Donc tout le reste, fin de saison, ceux qui sont en haut, ils vont se retrouver dans une formule croisée pour essayer de désigner les champions. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'unanimisme dans cette affaire-là, que tout à l'heure, on le disait, là, en France, on a arrêté les compétitions, en Espagne, en Angleterre, on continue les compétitions. Bon, maintenant, de là à aller jusqu'au TAS, bon, après, chacun défend ses intérêts comme il le veut, mais moi, je pense que ça ne valait pas la peine. Il fallait juste que les équipes se remettent en cause, se repréparent, et puis l'année prochaine, voilà, discuter, espérer que le Covid va disparaître. À la Bakary, ce fameux comité exécutif, tout le monde était d'accord pour valider cette décision? Bon, sauf moi, de toute façon... Moi, j'ai toujours dit que cet argument de la fédération est un argument... Parle du comité exécutif. Hein. Cet argument de la fédération, à mon avis, est un argument impopulaire qui a été pris sur un coup de tête parce qu'effectivement, vous me parlez de jurisprudence, mais c'est au-delà de jurisprudence. Coup de tête par rapport à qui, par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux, parce qu'il y a eu des pressions de certains clubs qui ne sont pas d'accord de jouer les play-offs et tout, et donc ils ont pris... Et sans réfléchir, sans mûrir plutôt la réflexion, ils ont pris cette décision. Comme je l'ai dit, à mon avis, c'est une décision impopulaire parce qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Parce que je ne peux pas comprendre. Quand il dit impopulaire, ça signifie que ce n'est pas légitime. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les membres du comité exécutif n'ont pas été majoritaires pour trancher sur cette question-là. Vous savez aujourd'hui... Tu nous dis, parce que moi je comprends. Attention, tu as donné une information que, à mon avis, moi je dis que cette décision elle est impopulaire, à mon avis. Faites le sondage au niveau de la population du football. Vous savez, le comité exécutif, le football n'appartient pas à ce comité exécutif. Le football appartient à la base. Au jour d'aujourd'hui, Ablaye, moi je pense que cette décision-là a été impopulaire. Je vais m'expliquer. Le président de la fédération, au cours d'une interview, a dit que qu'il pleuve ou qu'il neige, la saison ne sera pas blanche. On va jouer. Et pourquoi,
après faire un revirement. Non, quand même, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas m'expliquer cette décision-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut me dire, OK, les gars, on met fin au championnat parce que tout le monde sait très bien que la situation sanitaire ne nous permet pas de continuer parce que les cas de contamination, n'est-ce pas, augmentent de jour en jour. Et qu'à partir de ce moment-là, nous, on va mettre en place un cahier de charge qui va permettre aux équipes, les équipes qui remplissent ce cahier de charge et qui voudraient aller en Afrique puissent compétir. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils disent, on arrête le championnat, mais on choisit Teungueth FC et Jaraaf pour qu'ils nous représentent en Afrique. C'était les deux premiers au classement. Mais parce que c'était les deux premiers au classement. Donc, à titre symbolique, je dis bien à titre symbolique, on pouvait décerner le titre de champion à Teungueth FC. Tout le monde saura qu'effectivement, la fédération est dans son bon droit. Elle voulait vraiment continuer, mais la situation sanitaire du pays et du monde entier ne leur permet pas de pouvoir poursuivre cette compétition-là. Maintenant, qu'ils disent, OK, Teungueth FC et Jaraaf sont désignés pour nous représenter en Afrique. Et encore, ils font un courrier 3 jours après pour leur dire, écoutez, vous en avez jusqu'au 31 juillet. Si vous ne vous décidez pas, on vous change. Mais on est où là? Ils veulent prendre le football comme ils veulent. C'est pas possible. Non, attention. S'il te plaît, s'il te plaît, Ablaye. Je pense qu'il faut serrer les choses. Il y a les faits et après, il y a également les commentaires. Sur les faits, la question elle est simple. Est-ce que si tu désignes les champions et les vice-champions, à contrario, tu ne dois pas désigner les relégués? Non, mais c'est ce que les acteurs ont tenté d'expliquer. Aujourd'hui, Ablaye a parlé d'un président de club, en l'occurrence Amara Traoré, qui est de la Linière. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le championnat, on joue moins au Sénégal. Tu joues 13 journées, la saison est terminée, tu joues 26 journées, c'est fini. Donc on a 14 journées. Et donc, à mon avis, on pouvait effectivement arranger les choses, dire, écoutez, on passe de 14 à 16 équipes. On pensait que c'était la solution la plus facile. Qui avait le pouvoir de faire cette décision-là? Mais ce sont eux qui décident. Non, mais attends, si eux ont la légitimité et la légalité de décider, il faut quand même le reconnaître, le choix, la liberté de décider autrement. Mais moi, ce que je veux quand même te faire comprendre, c'est que quand il parle de popularité, il parle de légitimité. C'est comme un gouvernement, c'est comme, n'allons même pas loin, c'est comme au niveau de l'ANPS. C'est environ 200 journalistes ou plus. Mais ces 200 journalistes, ils créent un comité exécutif. OK? Tu es d'accord? Oui. Mais ce comité exécutif crée aussi un bureau. Mais ce bureau-là, il peut prendre des décisions. C'est la même chose. Les textes le permettent. C'est ça le problème. Moi, je pense que si doit y avoir... C'est maintenant que j'ai compris ton analyse. Toi, tu dis que... donc, il y a certains qui pensent qu'on aurait dû revenir en Assemblée Générale pour voir si les 435 ou 450 clubs sénégalais sont d'accord avec ce qui va être décidé. Non, pas forcément. Attends. Tu as pas dit l'option. Mais oui, parce que quand même... Mais pas forcément. Ton raisonnement, c'est ça. Parce que moi, ce que j'ai demandé, c'est simple. Peut-être que tu es dans les secrets de Dieu. Le comité exécutif qui s'est réuni... Non, attends, le comité exécutif qui s'est réuni. Est-ce que la majorité du comité exécutif a validé ce communiqué qui est sorti, qui a été envoyé dans les médias? Est-ce qu'ils sont, la majorité est d'accord pour l'arrêt des championnats? On peut le croire. Oui. Mais oui. Est-ce que la majorité est d'accord pour qu'il n'y ait pas de promotion? Personne ne monte, personne ne descend. Oui. Ça aussi, c'est la vérité. Je parle du contexte. Oui, mais attention. Après, la question aussi de la légitimité pour les clubs concernés d'aller saisir une instance comme le TAS, c'est une... donc, ils ont cette possibilité-là. Évidemment, ils vont poser des questions de droit là-bas. La première question qu'ils vont poser, c'est de savoir si oui ou non, selon les textes actuels de la qui régissent le football sénégalais, le comité exécutif avait ce pouvoir-là. Mais c'est ce que je te dis. Si maintenant le TAS répond par l'affirmative, à partir de là, bon, il est évident que la saisine ne va pas opérer. Mais si eux, ils présentent des arguments juridiques recevables, que le TAS juge recevable, à partir de là... Ok, mais dans ce cas de figure... Aujourd'hui, on sait... Laisse-le parler. Tout le monde sait que la situation actuelle ne nous permet pas de continuer à jouer au foot. Je vous dis encore une fois que, symboliquement parlant,
Teungueth FC pouvait être déclaré champion. Je vais m'expliquer. Parce que si je dis qu'on ne peut pas jouer, si je prends l'exemple du Casa Sport, à Ziguinchor, on ne peut plus jouer au stade Aline Sitoé Diatta parce que le stade Aline Sitoé Diatta est transformé en hôpital de Covid. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas continuer. Le stade Aline Sitoé Diatta est le seul stade qui peut recevoir les matchs du Casa Sport. Donc je dis, ça c'est symboliquement parlant. Donc vous comprenez. Et puis aussi, vous parlez, vous savez, moi si je suis président d'une institution, je saurais comment parler. Tu vois, tu peux être rattrapé par tes propres déclarations. Le président de la Fédération sénégalaise de football lui-même a dit, quelles que soient les circonstances, l'année ne sera pas blanche. Oui. Donc, Ablaye et toi, aujourd'hui, tu me dis que... Oui, mais quand même, le discours peut évoluer entre-temps. Oui, mais attends, Ablaye me dit que le président de la Fédération a été minorisé en réunion, donc il a défendu, si je comprends bien, il a défendu cette position-là. Mais quand même, qu'il nous explique pourquoi... Comment on est arrivé à ce stade-là? Je te dis, parce que c'est Diao qui l'a sorti, la question elle est très pertinente. Oui. Parce qu'il y a quand même eu le comité d'urgence. Le comité d'urgence avait validé les play-offs, les play-downs. Mais le comité d'urgence, ce n'est pas l'instance exécutive de la Fédération sénégalaise de football. L'instance suprême, celle délibérative, celle qui exécute, s'appelle le comité exécutif. C'est elle qui est supérieure au comité d'urgence. Ah mais c'est ça la vérité. Ouais, si on suit aussi dans cette logique-là, on aurait pu dire que rien n'empêchait à la fédération, au comité exécutif de procéder. Rien n'aurait pu empêcher aussi. Non, attends, je termine juste une petite parenthèse. Si on suit cette logique-là aussi, rien n'aurait pu empêcher le comité exécutif de procéder à une, pas à un sondage, mais disons à une consultation à domicile, à l'endroit des clubs qui constituent l'Assemblée générale. Parce que nous ne l'oublions pas, toutes ces instances-là, toutes ces instances fédérales, mais la base, c'est l'Assemblée générale. Mais c'est pourquoi je vous dis que c'est une décision impopulaire parce que... Non, il faut je ne suis pas d'accord aussi quand tu dis que c'est impopulaire. Parce que quand tu dis que c'est impopulaire, Bakary, attention, quand tu dis que c'est impopulaire, ça veut dire que tu as des données chiffrées qui montrent qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité de la football est ça signifie. Mais il parle d'indignation générale, hein? Mais moi, je ne parle d'indignation générale. Non, l'indignation générale n'est pas générale. Mais Bakary, aujourd'hui, non, les faits, c'est qu'aujourd'hui, la fédération a pris une décision, qu'il y a des contestataires de ces décisions. Mais maintenant, nous dire que la décision elle est impopulaire, ça signifie que les contestataires sont extrêmement majoritaires. Or, aujourd'hui, on n'en a aucune preuve. C'est tout ce que je voulais dire. Mais je reprécise quand même ma pensée. Moi, ça ne me dérangerait pas, très franchement, qu'on décide, et d'ailleurs c'est ce que je croyais, que la fédération allait dire, c'est Teungueth Football Club qui va être champion. Et ils vont désigner Teungueth Football Club. Jaraaf, on a désigné Jaraaf, mais dans les normes, c'est le détenteur quand même du Coupe du Sénégal. De la Coupe du Sénégal, qui devait représenter le Sénégal au niveau de la Quand tu désignes un champion, tu dois quelle édition les relégués. Mais c'est pourquoi j'ai dit que, à mon niveau, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ça, c'est ça. Si Abraham dit aujourd'hui le comité exécutif est l'organe suprême de la fédération, mais à quoi sert donc le comité d'urgence qui prend des décisions à la hâte, dard, s'il y a un problème, on ne peut pas réunir le comité exécutif. Mais laisse-moi terminer quand même. S'il y a un problème tout de suite, on ne peut pas réunir le comité exécutif. C'est quelques personnes qui se retrouvent au bureau du président de la fédération pour trancher. Mais donc, le comité d'urgence avait tranché, avait dit qu'effectivement, qu'on allait continuer à jouer, n'est-ce pas, le championnat, mais en format de play-off et play-down. Si le comité exécutif désavoue le comité d'urgence, moi je dis, il y a un problème quelque part. Pourquoi il y a un problème? Ça peut ne pas être un désaveu. Peut-être que c'est juste un problème. Il faut quand même parler sans pour autant être... C'est possible, si c'est possible. Depuis tout à l'heure aussi, c'est toi qui parles. C'est vrai que tu es notre président, mais bon. Ah non, non, ça, là, je ne suis pas président. Là, je suis invité, c'est Diao qui gère son... Il est aussi président. Et d'ailleurs, au niveau de l'ANP, c'est beaucoup plus démocratique sur les plateaux. Ça, c'est clair. Moi, ce que je voulais dire, honnêtement, je pensais qu'on allait désigner tel comme tu l'as dit tout à l'heure. Parce que quand tu désignes, les gens vont demander aussi pourquoi on ne relève pas. Ça, c'est un vrai problème. Donc, ce qui veut dire, quand tu réfléchis de plus près, tu vas dire qu'ils ont fait le pour et le contre. Ils ont bien réfléchi, ils ont mûri leur réflexion. Même en terminologie, ils n'ont pas utilisé annulation, ils ont dit mise à l'arrêt. Mise à l'arrêt. Et après, ils ont désigné. Et n'oublie pas, Bakary, nous sommes tous des journalistes, nous sommes tenus par les faits. La CAF a demandé à l'ensemble des 54 fédérations de désigner les clubs devant les représenter.
ils sont tenus dans le temps de donner donc la représentation le plus rapidement possible. Donc c'est une question de timing. Ils leur ont demandé, peut-être que toi tu penses que le fait de dire oui, dites-nous si vous partez ou si vous ne partez pas, peut-être tu dis que ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas de... En fait, en termes de communication, ça ne s'y est pas. Il fallait trouver d'autres terminologies. Ça, on peut l'accepter. Mais moi, dans cette décision-là, ce que je dis, encore une fois, le plus important pour moi, c'est la légalité et la légitimité. Et au-delà, comme l'a dit Bambou tout à l'heure, il y a le bon sens. Tous les deux. Si on avait désigné, il va avoir des problèmes, on va demander d'autres... Mais il y a des pays qui jouent, hein. Il y a des pays qui jouent... Non, je n'ai pas dit non. Il y a des pays qui jouent qui vont aller... Attendez, il y a des pays qui jouent qui vont aller au-delà. Il y a des pays qui jouent qui vont aller au-delà du 31 juillet. Pourquoi demander à Teungueth FC et à Jaraaf de se décider tout de suite, de valider leur participation ou pas en un temps record, quand même. Finalement, moi, je dis même que... Mais est-ce que la fédération n'est pas tenue par les délais imposés? Quel délai? Par qui? Par qui? D'autant plus qu'il y a d'autres pays qui jouent en Afrique, quand même. Non, mais dans tous les cas de figure, il y a un problème. Ça c'est moi ce que je voulais dire, parce qu'il a relevé tout à l'heure, c'est extrêmement important, c'est le protocole. Le protocole sanitaire qui a été imposé par la FIFA. On ne pouvait pas le respecter ici. C'est impossible. On ne pouvait pas le respecter. Oui, ça, tout le monde l'a. Donc c'est pourquoi je parlais tout à l'heure du cas de force majeure. Encore une fois, le plus important aujourd'hui, c'est très difficile. Quand il prend une décision, ça va faire mal à des gens. C'est ça. Il y aura toujours des gens qui ne peuvent pas. Parce que Linguère de Saint-Louis, quand même, ce serait très intéressant de voir la Linguère entre nous, en tant que journalistes. Ce serait très intéressant pour nous de voir la Linguère de Saint-Louis monter en première division. Difficile, ça c'est vrai. Mais la loi, elle est dure, mais c'est la loi, mon Dieu. C'est ça le problème. On va progresser. Et s'il n'y a pas de texte Bakary, c'est pas possible. Hein. Voilà, merci Abdoulaye. On va progresser alors avec ce fameux comité exécutif Bakary du 8 juillet dernier qui a l'origine d'un différend entre la Fédération sénégalaise de football et le journal sportif Record appartenant au groupe Futur Média. Et vous, Bakary Cissé, vous faites d'ailleurs l'objet, ainsi que votre directeur de publication, d'une sommation interpellative depuis vendredi dernier suite à la parution d'un article intitulé « Le comité exécutif dans tous ses états ». Qu'en est-il vraiment? Oui, j'attends toujours de recevoir cette sommation. Moi, je pense que non seulement j'appartiens à un groupe de presse, vous l'avez dit, mais indépendamment de ça, j'ai personnellement des conseils et je profite de l'occasion pour saluer mes deux conseillers, en l'occurrence Maître El Hadj Diouf et Maître Seydou Diagne, qui ont pris ce dossier à bras-le-corps personnellement. Donc, vous dire que le journal Record est un journal sérieux qui sait ce qu'il fait. De toute façon, moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours travaillé comme ça, en respectant les règles. Et donc, du coup, si la fédération, non seulement c'est l'occasion pour moi de dire que moi, je ne suis pas un récidiviste, comme ils disent. Justement, qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Qu'est-ce qu'elle vous reproche, cette fédération? Je ne sais pas, elle me reproche d'avoir écrit un article, vraiment les coulisses d'une réunion. Maintenant, je sais qu'il y a... Ils qualifient ces informations de fausses informations, c'est ça? Non, jusqu'à l'extinction du soleil. Heureusement, ils m'ont taxé de romancier. Bon, je pense bien que ça, c'est... Quand on parle de littérature, certainement. Quand on nous parle de... on fait allusion à l'imagination. Voilà, c'est ça. Donc, je dis quelque part, moi, je dis carrément que je n'ai pas cette imagination-là. Eux, ils savent qu'ils se crêpent le chignon à chaque réunion. Moi, si j'ai des informations que des responsables du football sénégalais sont en train de se chamailler ou de se titiller, pourquoi pas ne pas mettre ça? Et je pense que c'est intéressant. C'est pour montrer aux Sénégalais, au monde du football que je disais tout à l'heure, voici les gens à qui vous avez confié les destinées, pour qu'ils ils président les destinées de votre football. Je pense qu'effectivement, qu'ils ne font pas l'affaire. Mais c'était quoi exactement cette histoire? Vous avez parlé de prise de tête entre Abdoulaye Sow et Maître Augustin Senghor. Je peux revenir. Pour les téléspectateurs qui si vous n'avez pas lu l'article, je peux revenir. Je sais que il y a mon ami Bamba, le grand syndicaliste, qui est en train de me suivre avec impatience. Bon, c'était au cours d'une réunion, effectivement, et ça se passe ainsi. Le président de la fédération a pris la parole pour dire effectivement qu'il ne comprenait pas la position du président de la Ligue. D'ailleurs, je vais vous dire exactement ce que j'ai écrit, qu'il ne comprenait pas la position du président, l'attitude du président de la Ligue de football, qui était absent d'ailleurs de la réunion. Parce que ce dernier lui aurait parlé
d'une dette de 140 millions de francs CFA et que lui, il ne comprenait pas qu'après, le financier de la Ligue revienne avec une dette qui avoisine les 300 millions sans justificatif aucune. Du coup, les membres de la fédération ont demandé des comptes aux financiers de la Ligue qui a dit effectivement que non seulement ce n'est pas 300 millions, mais que toutes les preuves des dettes qu'il faisait allusion ont été remises à M. Pathé Gaye, qui est le financier de la fédération. Donc, le président de la fédération aussi disait qu'il n'allait pas payer les dettes de ces clubs-là, mais s'il devait les payer aussi, c'est à son bon vouloir. Bon, son adjoint, son deuxième vice-président, en l'occurrence Abdoulaye Sow, lui a dit non, c'est une dette que toi tu avais pris plutôt à ton compte. Donc, le crédit doit être transféré de la Ligue Pro à la Fédération sénégalaise de football. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont chamaillés, ils ne se sont pas compris. Et donc, du coup, après, Abdoulaye Sow disait qu'il lui ne sera plus le dindon de la farce de qui que ce soit, parce que souvent c'est lui qui va au front, c'est lui qu'on critique, et il a fait allusion à un article de presse paru sur lui au mois de juillet 2019 au Caire. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. On peut camper le débat si vous voulez. C'est un peu ça l'histoire, mais dites-nous quelle suite donc donner à cette interpellation plutôt à cette sommation interpellative au niveau de Record, justement, vous et votre directeur de publication. Nous continuons à travailler comme si de rien n'était, parce que pour nous, ça, c'est un non-événement. C'est un non-événement, cher. Nous avons un contrat moral qui nous lie avec nos lecteurs. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à écrire. Tant qu'ils feront des choses tant qu'ils seront là pour gérer ce football, si j'ai des informations, on va les écrire. Et qu'on comprenne une chose, moi j'ai dit qu'il est grand temps pour que le monde du football comprenne qu'au niveau de la Fédération sénégalaise de football, c'est la dictature qui impose sa loi. C'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont... C'est-à-dire, c'est ça, c'est mon avis. Ça, c'est ton avis, ouais, voilà. Et je pense que je vais pouvoir l'assumer aussi. Je vais interpeller Bamba, quand même, vous êtes le patron du Saint-Pix. Et cette histoire-là, ce n'est pas spécifique au football ou bien dans le monde de la presse sportive, mais quand même, on se rencontre souvent que des instances de décision et la presse, souvent, c'est des relations heurtées. On a l'impression qu'on n'a pas qu'on ne vise pas les mêmes buts, et c'est normal, ce ne sont pas les mêmes intérêts. C'est ce que vous venez de dire est d'autant plus vrai que M. Abdoulaye Thiam, qui est le président de l'ANPS, a eu déjà organisé des sessions dites de rapprochement ou d'explication aux fins de permettre aux uns et aux autres de mieux se comprendre. Vous savez, il n'y a pas d'unanimisme dans ce monde. Il faudrait que, de part et d'autre, que chacun comprenne ses prérogatives, les respecte, mais respecte également les prérogatives de son vis-à-vis. Je ne vais pas revenir dans l'affaire en question, dans son ensemble, parce que ce serait comme si on faisait le procès de la fédération à l'absence de la fédération. Parce que cette affaire oppose quand même notre ami et confrère Bakary Cissé et son journal à la Fédération sénégalaise de football. La fédération est une personne morale qui a le droit, dans l'espace public, de réagir suite à un article de presse. Bakary Cissé aussi est un journaliste qui appartient à un journal qui s'appelle Record, qui ont le droit de fureter, de regarder, de prendre ce qu'ils pensent être intéressant pour le public et de le lui servir. Entre les deux, chacun a des règles à respecter. Le journaliste a l'obligation de respecter les règles de collecte, de traitement, de triangulation, etc., de diffusion de l'information, en permettant à l'autre vis-à-vis en tout cas en respectant également le principe de l'équilibre. Et de l'autre côté, ils ont le droit, lorsque un article paraît et qu'ils jugent que cet article est soit truffé
de fausses informations, donc ils peuvent faire un démenti. À l'opposé, s'ils considèrent que c'est un article un peu diffamatoire ou autre, ils peuvent user de leur droit de réponse. Ce que je ne comprends pas, et c'est ce qui est à l'origine de la sortie du SYNPICS, c'est que le journal qui a produit l'article s'appelle Record. Ils sont là, ils ont leur siège, on les connaît. La fédération aurait pu et aurait dû, tout simplement, si elle considère qu'il y a des zones à éclaircir, mais faire un démenti et l'adresser à Record. Record a l'obligation légale. Le lendemain, quand même, Ablaye Sow est venu s'expliquer sur notre plateau matinal. Non, ça c'est un autre support. Même si vous avez beaucoup de groupes, vous êtes un groupe, vous avez beaucoup de supports. Mais je dis, moi je ne parle pas d'Ablaye Sow, hein, je parle de la fédération. Parce que ce qui est à l'origine de notre communiqué, nous, c'est les actes posés par la fédération. La fédération, comme je l'ai dit tantôt, a le droit de récuser le contenu d'un article de presse, que ce soit écrit par Bakary Cissé, Ablaye Thiam ou de servir une sommation interpellative. Non, attendez, ça c'est une autre voie que la loi le permet. Mais si tu me coupes comme ça, je ne vais pas me retrouver. Baba aussi, ce que je veux dire de façon très simple, c'est que, en repartant des faits, Record a publié un article, la fédération n'est pas contente, la fédération doit faire un démenti adressé à Record, ou une mise au point, ou je ne sais pas, en tout cas, user de son droit de réponse. Record a l'obligation de publier dans les mêmes formes ce démenti-là ou ce droit de réponse. Et ça n'a pas été fait. Par contre, pondre un communiqué. Et moi, nous, c'est ce qu'on dénonce en fait. Tout ça là, je l'ai dit pour te montrer ce que nous, SYNPICS, on défend. Parce que nous sommes là pour défendre les intérêts matériels, également les intérêts moraux de la profession. Ce qu'on dénonce, c'est cette propension qu'ont certaines fédérations et autres organismes, publics ou privés, à pondre un communiqué de presse. Souvent signé par le secrétaire général adjoint. N'importe le signataire. Ils font un communiqué de presse, ils le distribuent à une flopée de destinataires, de journalistes. Le but recherché, c'est quoi? C'est que les gens disent que voilà. C'est-à-dire, à la limite, c'est des éléments constitutifs d'une diffamation. Parce que la diffamation, les gens pensent qu'il n'y a que les journalistes qui peuvent diffamer une institution. Mais une institution aussi peut diffamer un journaliste. Parce que quand vous faites ça, vous dites que c'est un récidiviste, vous le traitez de certains, vous utilisez certains qualificatifs, et vous prenez ce communiqué-là, vous le distribuez à très large échelle. Alors que c'est une affaire qui oppose deux parties. Mais il fallait simplement qu'ils usent de leur droit de réponse ou de leur démenti, nonobstant maintenant leur droit d'aller rester en justice. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont été diffamés ou autre. Mais on ne peut pas utiliser, et ça, c'est une adresse que je destine aux médias de façon générale. Quand Sud Quotidien publie un article sur Bakary Cissé, il faut que nous autres, toi et moi, qu'on évite que Bakary Cissé nous instrumentalise pour répondre à Sud Quotidien. Bakary n'a qu'à s'adresser à Sud Quotidien. Si maintenant Sud, bien que recevant le démenti ou le droit de réponse, ne veut pas le publier, mais à ce moment-là, Bakary va solder son problème avec Ablaye au niveau du tribunal. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Mais c'est cette tentative malheureuse-là, et ce n'est pas la première. Il faut que les gens arrêtent ça. OK? Nous, on n'est pas des dieux, ni des demi-dieux, d'accord? On est des êtres humains qui pouvons commettre des erreurs. Ils ont en charge, et ça, il ne faudrait pas qu'on l'oublie, pour revenir à ta question, pourquoi souvent c'est heurté? C'est heurté parce que les gens personnalisent les missions et les fonctions qu'ils occupent. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Parce que j'ai été de l'autre côté aussi. J'ai été membre d'un comité exécutif d'une fédération, ou en tout cas d'une instance fédérale. Et de là-bas, vous voyez, le dirigeant sénégalais, il pense que tout ce que le journaliste écrit, il l'écrit contre lui. Or, le journaliste, son contrat moral, c'est entre lui et le public. Il ne faut pas que ces gens oublient qu'ils sont délégataires de pouvoir. Voilà. Et si aujourd'hui, vous n'étiez pas président, parce que même l'une des personnes que Bakary a citées, c'est mon ami personnel. Mais je me suis tué à lui expliquer que, voilà, si tu n'étais pas dans le COMEX,
peut-être que ton nom ne serait jamais apparu dans un journal. Je ne dis pas que tout ce que Bakary a dit est vrai. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que quand même, il faut que les gens sachent raison garder. Et je voudrais d'ailleurs en appeler au sens de la mesure de la personne morale de la fédération. Alors, Ablaye... Pour que vraiment cette affaire-là, qui est quand même d'une certaine banalité, ne puisse pas vicier davantage les relations entre la presse et la fédération. Et justement, ces relations, vous avez organisé plein de rencontres pour essayer de rendre plus lisse cette relation. Et visiblement, ça persiste. Hein? Oui, c'est vrai, Bamba l'a rappelé tout à l'heure, mais je ne me décourage pas. Je ne me décourage pas pour autant. D'ailleurs, en parlant de cette affaire, nous, au niveau de la NPS, nous continuons à jouer les bons offices. J'ai déjà appelé la direction de Record. Hubert Mbeng, je le remercie pour m'avoir accepté, écouté, entendu, compris. J'ai parlé aussi à mon cher ami Bakary, qui se trouve être le rédacteur en chef. Je lui ai parlé de l'article et de notre volonté de jouer les bons offices, comme l'a dit Bamba tout à l'heure, parce que comme disent les Olof la ay soo ko mënee fay rek fay ko moo gën affaire bi di egg ay jusqu'au tribunal. J'ai aussi parlé au président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui m'a vraiment bien compris, accepté aussi, en attendant de rencontrer ses autres collègues pour voir quelle est la suite à donner à cette affaire-là. J'en ai parlé aux membres du comité de charge de la NPS, Mamadou Koumé, Mazib Sen, Pathé Faldji, Noël Ndoye. Oui, mais là, il y a une médiation, mais quand même, on a besoin de savoir où se trouve la vérité aussi. Non, mais quand même, il faut que moi, si ça ne dépend que de moi, Bamba, il est dans son rôle. C'est tout à fait normal. Il est le secrétaire général du Synpics. Son rôle, c'est de défendre Bakary. Qu'il ait tort ou raison, ce n'est pas son problème, il le défend. Ah non, s'il a tort, je le défends. Non, si, tu vas le défendre. Quelle que soit la situation. Je défends les principes. C'est pour ces raisons que vous étiez là. Il a aussi son ami qui est dans cette histoire. Oui, Samsidine Diatta, c'est mon ami. Moi, la seule chose que j'ai à reprocher à Bakary, je ne reviens pas sur la véracité de ce qui a été écrit, mais la seule chose que je lui ai répété, les yeux dans les yeux et au téléphone, et ce que j'ai dit aussi à Hubert, c'est qu'il n'y a pas eu d'équilibre de l'information. Quand je prends la peine de protéger mes sources, c'est une bonne chose. Mais quand je cite Samsidine Diatta, parce qu'on parle quand même de 140 millions, lui, il aurait représenté 300 millions. Là, le différentiel est énorme. C'est plus de 160 millions. La moindre des choses, le b.a.-ba du journalisme aurait voulu que Bakary prenne son téléphone ou que son directeur de publication, quand il a reçu l'article, c'est mon point de vue, je peux avoir tort, qu'il appelle Samsidine Diatta, Samsidine qui ne répond pas, qu'il l'envoie un SMS, parce qu'aujourd'hui quand même, nous ne sommes pas dans les années 80 ni dans les années 90. Il y a le SMS, il y a le WhatsApp, il y a tout ce que vous voulez. Si la personne ne répond pas à tout ça, dans votre article, vous le signalez dans l'article, pour dire que nous avons tenté de joindre Abdoulaye Sow, à qui on considère qu'il a boudé. Nous avons tenté de joindre Augustin Senghor qui n'a pas voulu répondre. Nous avons tenté de joindre Sersek qui aurait tapé 10 points sur la table qui n'a pas voulu répondre. Nous avons tenté de joindre Samsidine Diatta qui nous a envoyé paître. Ça, on le met dans l'article, c'est fini, c'est terminé. Donc on peut dire que ce sont les faiblesses de son article. De l'article. Là, il est là, il n'a qu'à répondre. Et je termine par là. Et je crois que si j'étais, moi, conseiller en communication de la fédération, on irait par là-bas. Aujourd'hui, comme l'a dit Bamba, il y a le CORED. Moi, je préfère être condamné par les tribunaux sénégalais que mes pairs se mettent devant moi pour me dire que ton article ne répond pas à des règles journalistiques. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'on aurait dû régler le problème comme ça, sans vraiment entrer dans les détails. Cher, moi, je pense que je l'ai dit à Abdullah, comme il a dit, il m'a regardé en face et il m'a dit ce qu'il pensait. Moi aussi, je lui regarderai en face pour lui dire ce que je pensais. Vous savez, on ne peut pas réinventer la roue. Il faut qu'on soit d'accord sur ce fait. Moi, je ne suis pas dupe et je ne suis pas né de la dernière pluie. Je sais ce que je fais et mon article là, jusqu'à l'extinction du soleil, je vais le défendre. Il ne souffre d'aucune contestation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. À l'issue de la réunion du 9 juillet qui a lieu, 9 juillet 2019 qui a lieu au Caire, et que Augustin Senghor a insulté Abdoulaye Sow en lui disant que depuis quelque temps, je constatais que tu es incorrect. Bakary, vous n'avez pas répondu. Non, attendez que je finisse, je viens dessus. À la question je reviens dessus. Là, j'ai pris la peine sur moi de ne pas publier cet article-là parce qu'on était en pleine compétition. Aujourd'hui, ils me disent que je n'ai pas équilibré. Quand on équilibre, c'est quand deux camps sont en face. Dans cette affaire-là,
c'est une investigation qui a été faite, les coulisses d'une réunion. Donc vous comprenez combien de fois des journaux d'information générale ont publié des auditions privées. Je dis bien des auditions privées, sans PV. Combien de fois on le lit? Mais demain, vous jetez un coup d'œil dans l'IB, vous verrez des informations. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème aujourd'hui, c'est que la fédération est en train de montrer ses faiblesses et dans ce cas, il faut trouver un bouc émissaire. Et un bouc émissaire, c'est un journaliste qui est là et qui nous dérange. Et donc, il faut le descendre. Mais je dis encore une fois que c'est peine perdue. Parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient une chose. Aujourd'hui, ils sont en train de... Ils ont une mission de service public. Et donc, ils doivent être d'accord pour qu'on fouine dans leur gestion. Oui, et ce que vous n'avez pas compris, laisse-moi terminer s'il te plaît, cher. Cette fédération-là, c'est trop embourgeoisée. Vous savez, il faut... Non, mais tu t'éloignes du sujet un peu, s'il te plaît. Mais quand même, on était à ce travail d'équilibre que vous reproche. Oui, mais cher, vos amis. C'est ton émission, c'est toi qui le dirige. Mais je voudrais aussi qu'on arrête de faire. On ne va pas ici faire le procès de l'article qui a été publié par Bakary Cissé. Voilà, ce qu'il y a, c'est rappeler. Non, attendez, on va rappeler les principes. Les principes, il les connaît, il est journaliste. Justement, on parle de ces principes. Nous sommes journalistes professionnels. Le problème, moi, à mon niveau, ne se situe pas là. Je ne vais pas refaire l'article de Bakary. Ce que je fustige, ce qui est fustigeable, c'est qu'il n'ait pas eu à donner la parole à des personnes qu'il a nommément citées dans un... Mais c'est ce qu'on est en train de lui demander. C'est fustigeable, mais il ne va pas s'expliquer ici. Par contre, autant cela c'est fustigeable, autant il faut fustiger la propension de la fédération. Actuellement, c'est la fédération de football, mais il fut un temps où c'était d'autres fédérations, à utiliser la presse contre des éléments de la presse. Moi, ça, c'est ça que je ne veux pas du tout ça, on l'a dit, Baba. Il faut que les gens acceptent les règles du jeu. Non, attendons, parce que aussi parfois, on ne peut pas se permettre... Bon, les règles ne sont bonnes que quand je veux me les appliquer, quand on les applique à l'autre, et quand on veut me les appliquer, non, ce n'est pas bon. Non, non, non. C'est des règles. Ça, c'est la loi. C'est le code de la presse. C'est la loi au Sénégal qui impose que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec le contenu d'un article où vous êtes nommément cité, ou lorsque vous sentez que c'est un article qui vous diffame, etc., mais que vous vous adressez aux médias en question. Mais pourquoi vouloir prendre cette information-là, faire un communiqué, traiter le journaliste de tous les noms d'oiseaux et donner ça à toute la presse? Heureusement d'ailleurs que l'écrasante majorité de la presse, sur ce coup-ci, n'a pas joué le jeu. Et c'est ça, moi, qui me dérange dans cette affaire. Non, mais... Sinon, bien entendu, je considère qu'entre une fédération sportive et une presse, il ne peut pas y avoir de bisbilles de cette nature-là. OK? On a beau considérer que oui, je suis dirigeant, je prends ça au premier degré, je suis ceci, je suis cela. Il faut considérer que c'est une mission de service public. Ils ont une mission de service public, la presse a une mission de service public. Voilà, on parlait... Donc on peut trouver des points d'équilibre, mais vraiment... Vous savez, affaire aussi banale, quand on veut nous dire que... Moi, c'est comme l'impression qu'on a voulu faire dans la menace aussi. Parce que quand on dit, dans un communiqué, on dit oui, on désigne la voie à suivre. À la limite, on dit, bon, s'il ne se truc pas, on va porter... Non, mais c'est effectivement le cas. On va aller... Laisse-moi terminer, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi, je voudrais que... Non, doucement, Ablaye. Ablaye, laisse-moi parler. Ablaye, tu sais, jusqu'à l'extinction du soleil, Ablaye, personne, on va essayer de trouver des poux sur ma tête, mais personne n'en trouvera un seul. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas un pyromane. Ça, il faut que ça soit... Il faut que les fédéraux là comprennent ça ainsi. On l'a dit et redit. Au jour d'aujourd'hui, on les a confié une mission. Donc, cette mission-là doit être régalienne. Et maintenant, si eux, dans leur gestion, il y a une opacité qu'ils ne veulent pas que les gens disent, moi, c'est peine perdue avec moi. De toute façon, Ablaye m'a dit un jour, avant-hier, en me donnant des conseils de grand frère pour me dire, écoute, jeune frère, un bon journaliste ne meurt pas sur le front, il reste vivant. Je le dis, moi, au jour d'aujourd'hui, le football sénégalais, moi, Madiaral Madé. Je suis prêt à laisser ma vie pour le football sénégalais. Donc, qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est peine perdue. Et d'ailleurs, moi, je suis en train d'attendre. Ils me parlent de sommation interpellative. Ils n'ont pas besoin de m'envoyer... Non, doucement, Ablaye, doucement, non, doucement terminé. Ils n'ont pas besoin de m'envoyer une sommation pour dire si ce que j'ai dit, je l'infirme ou je le confirme. Je l'ai déjà écrit.
C'est écrit blanc sur noir, noir sur blanc. Donc qu'il sache que c'est moi qui l'ai dit. Et si c'est à redire jusqu'à l'instant du soleil, je le ferai. Non, il faut que ce soit clair. Non. C'est pourquoi moi je ne voulais pas de ça, encore une fois. Attends, Bakary. Moi, nous ne pouvons pas entreprendre une médiation et que j'accepte moi sur un plateau qu'on le torpille. Ça, je ne veux pas l'accepter. Tu as dit ce que tu as à dire, c'est clair, net et limpide. Sommation interpellative, même si tu as écrit noir sur blanc, ça c'est du droit. Ça s'appelle sommation. Ça ne signifie pas qu'on a porté plainte contre toi. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Non, attends. Mais moi, je vais porter plainte contre toi. C'est la même chose. Moi, ce que Bamba a dit tout de suite, moi je l'ai dit à Augustin. La forme ne s'y est pas. La réplique, ce n'est pas un communiqué dans lequel tu dis. C'est pourquoi ça sera un procès médiatique, parce que moi j'ai porté plainte contre eux. C'est aussi simple que ça. Bakary. C'est ça, Abdoulaye. Bakary, autant j'ai la possibilité de dire les yeux dans les yeux que ton article n'était pas équilibré, autant je reconnais que la fédération, sur leur communiqué, ils ont fauté. Parce qu'à la place, moi, à la une de mon journal, j'ai écrit, ce n'est pas du sport, je suis généraliste. Je mets des milliards dans les égouts. Le lendemain, l'ONAS n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé ce qu'on appelle un démenti, une mise au point. On parle pas de je l'ai publié. On parle de record. On parle de record qui reste dans la journal. On est dans les principes. On est dans les principes. On parle de record qui est un journal très sérieux. Bakary. Ah bon, Sud n'est pas sérieux. Non, si, quand même. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Mais attends. Non, Bakary. Bamba, arrête-toi. Bakary, je te rappelle juste un apocryphe. Un apocryphe qui a été cité récemment par un très grand journaliste de ce pays. Tu sais, les grands esprits, ils discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des gens. Sois sur tes principes, respecte-les. Tu exerces une profession et cette profession a des règles. Respecte les règles. Tout le reste là, c'est rien du tout. Le temps est pratiquement fini. On va suivre cet élément. Mais ne fais pas du crypto, c'est tout. Merci Abdoulaye. N'y a-t-il pas un travail de remise en cause à faire au niveau de la corporation? Absolument. Et certains journalistes ont leur avis là-dessus. On les écoute au micro de Mamadou Ndiaye et Khadim Sissé avant de revenir sur le plateau. Qu'on reste sur notre rôle de journaliste et qu'on arrête d'être à la fois journaliste et chargé de com. Tant qu'on ne fera pas ça, on va tout le temps être là à défendre des gens, à donner une mauvaise image en tout cas de notre rôle qui est vraiment sacré. Aujourd'hui, on peut, même si pour protéger ces amis-là, moi je pense que donner l'information comme elle est et la donner de façon professionnelle, ça aide même en tout cas en toute liberté, aide en tout cas bon à développer le sport et partout. Maintenant, la solution pour moi, il faut retourner à l'orthodoxie. On est des journalistes, restons des journalistes, posons les débats, posons les bonnes questions sans prise de parti, sans pour autant vouloir... bon, on ne peut pas être là à dire que si je pose cette question, peut-être je vais froisser tel ou tel. C'est pas notre rôle. Ça, c'est le rôle de celui qui gère la communication d'une structure ou d'une personne. Mais nous, notre rôle, c'est de donner l'information. Tant qu'elle est là, on la donne, on donne la parole à toutes les parties et puis le reste, ça va se faire. Je dirais que l'essence d'un journaliste, c'est toujours d'exercer son métier avec beaucoup de liberté, mais surtout de s'exprimer suivant les opinions qu'il a, sans pour autant être contrainte ou autre chose. Mais comme tu le dis, de plus en plus, il faut se rendre compte que ce soit de manière positive ou négative, certains journalistes sont manipulés. Maintenant, l'information, la personne ou bien la source à travers laquelle tu l'as, peut te manipuler suivant que ça l'intéresse ou que ça ne l'intéresse pas. Et c'est vrai, il est vrai aujourd'hui qu'on constate à travers les journaux, à travers la radio et même à la télé, qu'il y a beaucoup de manipulations qui font que certains journalistes ne sont plus libres dans leurs propos, dans leurs opinions ou bien dans le traitement de l'information. Et il est très clair qu'on s'en rend compte et que franchement, c'est désolant. Les associations du journalisme, par exemple l'ANPS à laquelle je fais partie, puissent au moins trouver des solutions. Mais aussi le SYNPICS, qui est l'association mère, le syndicat mère, puisse trouver des créneaux, des séminaires de formation, des ateliers avec les anciens qui sont là pour rappeler toujours les règles d'éthique, de déontologie, mais surtout de comportement qui érige ce métier et qui doit permettre à tout un chacun de comprendre que c'est un métier avec lequel on ne joue pas et que c'est comme un brin d'allumette. À chaque fois qu'on touche, on peut créer une situation très difficile, un incendie qu'on ne peut pas maîtriser. Donc je me dis que quelque part, restons dans la dynamique de faire du journalisme comme cela se devait. Alors, Bamba Kassé, ce travail de remise en question nous incombe quand même.
Oui, mais vous savez, moi, je n'ai pas venu ici sur un plateau de télévision pour faire le procès de la presse sénégalaise. Je considère que, comme je l'ai dit tantôt, que nous avons des manquements, comme il y en a dans tous les secteurs de la vie. Aujourd'hui, le SYNPICS, depuis 2 ans, on se bat, on réclame que simplement des décrets puissent être pris afin que le texte de loi qui régit notre métier puisse être opérationnel. C'est tout. Mais celui qui le demande, c'est parce qu'il veut que les choses se fassent dans les règles de l'art. Maintenant, qu'il y ait dans chaque troupeau, comme disait un de mes enseignants, à qui d'ailleurs je fais un coucou, il se reconnaîtra, il disait dans chaque troupeau, il y a des brebis galeuses. Il peut y avoir dans la profession des gens ou des pratiques qui ne nous grandissent pas. Et nous sommes les premiers gênés. Nous sommes les premiers à le dénoncer, mais dans les instances où il faut le dénoncer. Ce qu'il y a à dire de façon générale, c'est que les règles doivent être respectées par tout le monde. Autant le journaliste doit respecter les règles, en essayant d'avoir cette distance critique avec ses interlocuteurs, mais en essayant également d'être équilibré dans ses productions journalistiques. Autant également les autres qui sont en face, qui qu'ils soient, que ce soit une personne physique ou une personne morale, doit respecter les règles au moment où elle considère cette personne que l'article en question n'est pas équilibré ou en tout cas est défamatoire. Merci Bamba. Merci Bamba. Abdoulaye, quand je parle de remise en cause, je ne sais pas si vous avez entendu quand même, Idriss Seck, il a dit quelque chose de très important, ce métier de chargé de communication qu'on allie avec le journalisme. Souvent aussi, c'est la porte ouverte à la pagaille. C'est incompatible. C'est incompatible, je veux dire, ça c'est connu. Tout le monde, nous tous qui sommes passés par les écoles de journalisme, nous savons très bien que c'est incompatible entre un chargé de communication et un journaliste. Malheureusement, il y en a. Mais oui, comme l'a dit aussi Bamba. Si oui, moi, mais le déséquilibre, cher, il est partout. C'est-à-dire, même, attends, on parle des chargés de com qui sont journalistes. Parlons également des médias qui sont partenaires de clubs ou qui sont partenaires d'un régime. Moi, j'ai entendu quelque part dans une grande place des gens me dire mais TFM, il ne parle que de Génération Foot. C'est faux. Mais et c'est faux. Ils me le disent quand même. Mais c'est faux. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire l'équilibre doit être le socle de relations entre les journalistes et l'extérieur. Moi, je pense que c'est le maître mot équilibré. C'est-à-dire même quand tu dénonces, même quand tu donnes une information, même quand on désigne Abdoulaye Thiam comme étant un grand détourneur d'argent, prends la peine quand même. Il y a des partenaires commerciaux aussi. Il y a des partenaires commerciaux, ça, je pense que... Oui, même s'il y a des partenaires commerciaux, le rédactionnel, on essaie toujours de faire le rédactionnel doit être équilibré. On s'efforce de le faire tout le temps. Bakary, le dernier mot. Bon, moi, je me réjouis de ce plateau. Ça fait au bon moment qu'on ne s'est pas revus. C'est vrai que, bon, à un moment donné, moi, j'étais tombé malade du Covid et je pense que je profite de l'occasion pour remercier mes deux amis Bamba et Abdoulaye Thiam, et sans oublier le président de la fédération aussi. Hein. De façon humainement, il m'a soutenu, il m'a envoyé des messages, il m'a appelé. Donc, ce qui veut dire carrément que, bon, quelque part, il n'y a pas d'animosité. Voilà. Mais quand on doit se dire des choses, qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on en parle, que ce soit le deuxième vice-président de la fédération sénégalaise du football, lui-même, il me disait, écoute, il faut éteindre ton téléphone et te reposer très bien. Ce qui veut dire que humainement, il y a des relations qui sont là, mais dans le principe, moi, j'ai un combat de principe que je mène et je pense que je vais le mener jusqu'à l'extinction du soleil. Tu n'as pas de combat, c'est ça aussi le problème. Mais ce combat, c'est de donner juste des informations justes et vraies. J'ai une mission. Voilà, mais merci beaucoup. Merci les amis, merci Bakary, merci Bamba, merci Abdoulaye Thiam. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau de sport à la une. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.